Bien, ben merci beaucoup à Amazon Pacifique de m'avoir invité. Merci à l'ICPF et puis aussi tout le staff de Jade là, pour l'organisation et tout ce qui s'est fait en coulisses. Donc on m'a demandé de vous parler de cancer du sein de façon générale. Je devais être avec mon collègue, le docteur Robert Hervé, qui est oncologue, mais comme il était justement à Tarava aujourd'hui et qu'il a passé sa journée à faire des chimiothérapies, donc là, c'était vraiment trop. Le mardi, pour lui, c'est très difficile. Donc, je vais essayer de compenser. Voilà. Donc, j'ai pris comme trame une brochure très bien faite sur le cancer du sein, qui est assez générale. Donc, on va tous bien comprendre. Et j'en ai parlé un peu avec le staff. Si vous voulez intervenir, je ne suis pas contre. Hein. Admettons, il y a des choses qui vous alertent, vous voulez réagir, là, à brûle pour point, vous pouvez. Donc, je ne vais pas faire un modologue pendant 1 heure et demie. Ce n'est pas, a priori pas le but de la manœuvre. Voilà. Donc, si vous voulez, si tu veux bien, Jade, on passe à la suivante. Et encore à la suivante. Donc, voilà un petit peu tout ce qui va être déroulé, globalement. Encore à la suivante. Bon, alors, je ne voudrais pas partir de trop loin, mais vous savez tous ce qu'est un cancer. Hein, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des messieurs qui m'ont dit je ne voudrais pas attraper le cancer de ma femme, par exemple. Donc, on n'en est pas là. Bon, le cancer, vous savez que c'est une cellule qui devient folle, une cellule de notre organisme, quelque part dans notre organisme, qui commence à perdre le contrôle. Et qui commence à se diviser de façon impressionnante et qui va envahir tout l'organisme. Donc en gros, hein, une cellule cancéreuse, c'est une cellule à nous qui va se multiplier et envahir tout l'organisme. Donc je passe rapidement sur cette diapo. Je vous ai marqué tout là-haut une orchestration précise qui se dérègle, c'est exactement ça. Parce que tout notre organisme, comme vous le savez, est une orchestration précise, une symphonie, on dit. Tout est bien organisé en permanence. Et malheureusement, quand une cellule se met à ne plus jouer le jeu, ça devient possiblement un cancer. Donc on peut faire la suivante. Encore la suivante, parce que voilà, donc je vous ai juste mis le petit schéma hein, où vous voyez que une cellule normale se divise normalement, tranquillement, cellule saine. Une cellule qui commence à s'altérer, heureusement, il y a des mécanismes qui font qu'elle est détruite par le système immunitaire, alors qu'une cellule cancéreuse n'est pas réparée, elle n'est pas non plus détruite, et elle se divise n'importe comment, et ne remplit plus la fonction qui lui est attribuée. Donc l'organe ne peut plus fonctionner normalement. Donc on passe à la suite. Je vous ai juste marqué le principe même du cancer, c'est que cette tumeur commence à un endroit, donc nous on parle du sein, mais ça peut être n'importe où, et le principe c'est qu'elle métastase, c'est-à-dire qu'elle envoie des cellules partout dans l'organisme qui vont se multiplier, envahir chaque organe, et c'est ça qui fait le danger de cette terrible maladie, les métastases. On peut mettre la suivante. Donc le cancer du sein, ça revient à ce que je vous ai dit, sauf que ça se passe dans le sein. Le sein est un organe très sensible, parce qu'on regardera un petit peu l'anatomie. C'est une glande qui produit du lait et qui est entourée de graisse, de vaisseaux, et tout l'environnement de la glande qui est en perpétuel fonctionnement, métabolisme, peut être facilement perturbé par son environnement. On parlait des modificateurs endocriniens tout à l'heure avec madame. Et le tissu graisseux absorbe un maximum de toxines. C'est le tissu adipeux, absorbe un maximum de toxines. Et donc, ces toxines qu'on attrape partout maintenant, on pourra en discuter, hein, partout dans l'alimentation et l'environnement, eh bien, entourent cette glande mammaire hypersensible qui est perturbée et qui peut facilement provoquer le cancer. C'est pour ça qu'on verra sur une diapo suivante que c'est le premier cancer de la femme. Donc, Jade, si tu veux bien me sortir la diapo suivante. Bon, très rapidement, l'anatomie du sein,
vous savez que c'est l'organe de la lactation qui contient des lobules qui produisent donc, qui sont une glande, qui produisent le lait. Et le lait est conduit dans les canaux galactophores qui sortent du mamelon pour l'allaitement. Donc ces lobules, donc, je vous l'ai marqué, sont entourés de graisse, de tissu adipeux, avec des tas de vaisseaux, et donc un organe bien fourni et tout à fait sensible, comme je vous l'ai dit. On peut passer à la suivante. Alors là, on va passer dans des choses un peu plus techniques. C'est les différents types de cancers, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. On peut passer. Une petite... il existe le cancer du sein chez l'homme, vous le savez peut-être. C'est très rare, c'est 1% du cancer du sein. 1% de l'ensemble des cancers du sein, ce sont les hommes. Et 0,5% des cancers masculins sont un cancer du sein, donc extrêmement rare chez l'homme. Mais ça existe, c'est pas une... Et en plus, c'est très grave, parce qu'il n'y a pas trop de tissu qui protège et ça métastase très vite. Donc c'est très grave, le cancer du sein chez l'homme. Donc on peut... Alors, une intervention là, sur ce que je viens de dire, là, des choses que vous voulez préciser là, sur... Bon. Donc, je vous ai marqué les facteurs de risque. Alors, je vous ai dit, en règle générale, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de cancers du sein. Depuis 50 ans, on remarque qu'il y a vraiment de plus en plus de cancers du sein partout dans le monde. Alors, on va dire oui, mais c'est peut-être parce qu'on les diagnostique plus facilement, on les dépiste mieux. C'est vrai, mais globalement, si statistiquement on met tout en ordre, il y en a quand même plus. Alors on s'est demandé pourquoi. Il y avait une étude ancienne maintenant qui a remarqué que par exemple les Japonaises avaient très peu de cancer du sein. Il y a une cinquantaine d'années. Alors que les Américaines avaient beaucoup de cancer du sein. On s'est dit que ça doit être ethnique. Mais on a remarqué que les Japonaises qui avaient immigré aux États-Unis finissaient par rejoindre la même statistique que les Américaines. Donc elles avaient autant de cancers du sein que les Américaines. On s'est dit, c'est bizarre. Et en fait, la piste très sérieuse qui a été retrouvée, c'est l'alimentation. Les Japonaises étaient très poissons, au niveau de l'alimentation, très saines. Alors bon, les Américaines, on sait que les burgers, etc., l'alimentation hyper grasse et compagnie. Donc déjà, c'était une piste qui nous a énormément interpellés. Et on se rend compte que le phénomène mondial de l'alimentation, de la mauvaise alimentation, finalement contribue énormément partout dans le monde au cancer du sein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Quand j'étais interne et assistant du professeur, on opérait le cancer du sein. Et on mettait toujours de côté le gras qu'il y avait un peu autour de la tumeur pour l'adresser au laboratoire de recherche, parce que le professeur d'oncologie voulait étudier ce gras qu'il y avait autour de la tumeur, parce que peut-être qu'il contenait des toxines particulières. Et effectivement, il a montré qu'il montrait beaucoup d'acides gras saturés. Vous savez que les acides gras insaturés dans l'alimentation, c'est le poisson, etc., on dit que c'est meilleur. Donc les acides gras saturés, c'est surtout la viande, les fritures, etc. Donc vous voyez que déjà, à l'époque, il y avait aussi cette piste. Bon, je me suis un peu égaré. Les facteurs de risque, bon, l'âge, les cancers du sein surviennent autour de la cinquantaine, très rarement avant 35 ans. Mais malheureusement, on en a aussi de plus en plus des cancers chez les femmes jeunes. Il faut savoir que extrêmement grave en plus. Dans la famille, on peut retrouver, c'est un cancer qu'on peut qualifier d'héréditaire, parce que si dans la famille, la mère, la grand-mère, la tante maternelle, la sœur, la cousine germaine, côté maternel surtout, ont eu le cancer du sein, on est beaucoup plus vigilant chez la patiente et on lui propose des tests de dépistage, des mammographies de dépistage plus tôt que 50 ans, on y reviendra. Donc le côté héréditaire très important, mais ça peut être aussi du côté du père finalement. Quand du côté du père, il y a eu énormément de cancers du sein, il y a peut-être un gène qui traîne.
on y reviendra aussi, le gène, il y a des gènes du cancer du sein. Donc on peut faire le suivant. Donc voilà, c'est ça. Si. Ben, en fait, c'est une courbe de Gauss. Hein, bon, la médecine n'est pas qu'une statistique, mais c'est une courbe en fait qui, avec un pic, une médiane à 50 ans, entre 50 et 60 ans, ça fait un peu de médiane. Et après, ça descend gentiment jusqu'à 75 ans. Donc c'est pour ça que finalement, on a dit que les tests de dépistage, ça allait être entre 50 et 70 ans. Parce que cette courbe encadre ces âges-là. Mais bien sûr, il y a des cancers du sein après aussi. Moins, mais il y en a. Donc, par exemple, une patiente qui voudrait avoir encore sa mammographie alors qu'elle a passé 75 ans, on ne peut pas lui dire « Non, madame, vous sortez du dépistage, c'est bon, vous risquez plus rien ». Alors bon, je vais pas botter en touche, je ne suis pas oncogénéticien, mais il y en a une d'ailleurs ici, le docteur Lutringer, Delphine, qui est une oncogénéticienne de très haut vol, qui est à l'ICPF d'ailleurs. Donc on lui envoie tous nos cas de cancer familiaux. Donc elle répondrait bien à la question. Ce que j'en sais, c'est que, a priori, je pense qu'il faut quand même tester tous les gens qui ont été malades de la famille. Peut-être pas qu'une seule personne. On connaît deux gènes, BRCR1, BRCR2, qui sont les deux gènes les plus connus du cancer du sein, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas encore bien mis en évidence. Et je pense que c'est ça qui va se décanter à l'avenir, c'est qu'on va mettre en évidence beaucoup plus de gènes. Donc oui, il y a une hérédité, ça c'est clair, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand il y en a des cas dans la famille, il faut que les patientes avertissent leur famille qu'il faut aller se faire dépister chez le gynéco, chez le radiologue, mammographie, etc. Donc ça, c'est un des messages principaux quand même. On peut mettre la diapo suivante. Alors bon, j'en ai déjà parlé. Bon, l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, mais c'est aussi le reste. Hein. C'est comme d'habitude, l'alcool. Bon, il n'y a pas marqué le tabac, mais le tabac. Le fait de ne pas faire de sport, le fait de mal manger. Bon, ça c'est clair et net que c'est un facteur de risque très important du cancer du sein. Donc on invite notre population à faire bien attention. C'est pas évident, hein, vous savez bien. Hein. Donc on a aussi beaucoup de cancers du sein ici à Tahiti avec cette hygiène de vie qui s'est beaucoup dégradée ces 50 dernières années. Et donc on a l'émergence des cancers, et en particulier celui-là. Donc ça c'est bien connu partout. Hein. Donc la suivante, s'il te plaît. Bien, on dit que les patientes qui ont été soumises à leurs hormones longtemps, comme les pubertés précoces ou les ménopauses tardives, ont plus de risques de cancer du sein dans l'absolu. On dit que celles qui... Alors, attention, hein, faut faire attention. Celles qui ont pris la pilule oestrogestative, un petit peu plus de risques. Mais bon, continuez à prendre la pilule. Hein, bon, arrête. Bon. On dit que le traitement hormonal substitutif de la ménopause est un petit facteur de risque, mais très faible. Bon, en tout cas, il y a un côté hormonodépendant du cancer du sein qui est très marqué. Il y a un cancer du sein particulièrement redoutable qui s'appelle le triple négatif. Si vous voulez, on y reviendra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récepteurs hormonaux, il n'y a pas de récepteurs sur des traitements qu'on peut utilisés. Donc triple négatif, très redoutable comme cancer du sein. Donc les autres sont souvent hormonodépendants. Donc on peut mettre le suivant. Donc voilà pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour toute femme? Eh bien, il faut déjà consulter son gynécologue régulièrement, d'autant plus si on a des antécédents dans la famille, et d'autant plus si on a des facteurs de risque dont j'ai parlé.
Mais surtout, à partir de l'âge de 50 ans, chez la patiente tout venant, il faut faire sa mammographie et son échographie. Bon, je prêche des convertis, là, vous savez tout ça. Donc on a remarqué, je pense que ce sera sur une diapo, que le dépistage généralisé de toutes les femmes entre 50 et 75 ans, tous les 2 ans, par mammographie et échographie, diminue de 40% la mortalité du cancer du sein. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc celles qui font rien, elles ont, globalement, si on prend une quantité de population énorme, elles ont beaucoup de risques d'avoir un cancer du sein avancé, qu'on a du mal à guérir, et de mourir de ce cancer. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair là sur ce coup. Très bien. Donc le dépistage organisé, comme on fait ici à Tahiti, ça n'a pas été évident à mettre en place. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Il y a eu des allers-retours là, pour le mettre en place. Et finalement, aujourd'hui, grâce à l'oncologie qui a beaucoup progressé, grâce à l'ICPF qui s'est monté, grâce à tous les acteurs dont vous faites partie, tous d'ailleurs, on a pu vraiment être clair sur le dépistage organisé à Tahiti, pris en charge à 100%. Donc, de 50 ans. Voilà, à partir de 50 ans. Mais du coup, moi je constate quand même que... Oui, alors là on parle de dépistage organisé en général, mais effectivement une dame qui nous dit qu'elle a une boule, on ne va pas lui dire attendez 50 ans. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Franchement non. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, rapidement, enfin on en parlera aussi, les symptômes du cancer du sein, c'est une boule. C'est une boule, dure comme un caillou, bien ancrée dans le sein, éventuellement qui déforme le sein quand on lève les bras, et qui fait pas mal. Donc, parce que souvent, et encore aujourd'hui, les patientes, je rebondis sur ce que vous me dites, les patientes nous disent oh bah j'ai pas mal, c'est pas grave. Et ça, c'était vraiment le message principal qu'à l'époque, la direction de la santé et nous-mêmes, essayons de faire passer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mal que c'est pas grave, que c'est rien, qu'il faut passer à côté. Voilà. Donc, le cancer du sein, typiquement, ça fait pas mal. Donc, toute boule chez une patiente, quel que soit son âge, on va au moins faire une échographie. Quelquefois, les seins sont denses, hein, c'est vrai, très denses chez les jeunes femmes. Les mammographies sont blanches, on ne voit rien du tout. Donc, à l'échographie permet de nous débrouiller. Si vraiment on veut quelque chose de plus précis, je parle de votre cas, oui, on peut faire une IRM aussi. C'est très précis l'IRM sur le cancer du sein. Et évidemment, une ponction de biopsie pour en savoir plus sur le type de cette boule. Ouais. On peut mettre sur la suivante. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis le diagnostic est fait par l'examen clinique, donc c'est une boule la plupart du temps. Bon, après, oui, un écoulement, une déformation, une peau rouge, une peau d'orange, on dit... Ça interpelle tout de suite. Oui, c'est vrai que ça, on ne passe pas à côté quand on voit un sein qui est déformé, ou voire même avec un ulcère. Hein. Bon. Ou une croûte, enfin bon. Donc, dès que la patiente se plaint d'avoir une boule ou qu'on sent une boule, il faut réagir immédiatement, on est d'accord, quel que soit son âge. Alors, une fois sur deux, c'est la patiente qui se découvre la boule. Une fois sur quatre, c'est le médecin qui se découvre la boule. Et une fois sur quatre, ça peut être le monsieur qui découvre la boule. Donc, mon mari m'a dit qu'il y avait une boule. Donc ça, c'est faux. Ah oui, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, il y a quand même aussi le conjoint, le mari qui est vigilant. Donc après, évidemment, on découle les examens, la mammographie. On peut passer, Jade, s'il te plaît. La mammographie, l'échographie. On a des images typiques. Hein. Je ne vous ferai pas le détail des images typiques, mais il y a des images qui nous alertent particulièrement sur
sur le caractère suspect de la boule. Je ne sais pas s'il y a des images d'ailleurs, si tu veux bien. Je ne crois pas. Hein. Non, ça c'est la mammographie. Alors, je ne sais pas si toutes les dames ici ont eu une mammographie. Toutes les dames d'ici ont eu une... Non, non, pas toutes peut-être. Bon. Alors, c'est la principale crainte des patientes, c'est « Ah non, on va m'écraser le sein comme une crêpe ». Alors, c'est vraiment l'appréhension majeure. Mais je comprends, hein, parce que c'est vrai, quand on regarde la photo, on se dit « Oh mince ». Donc, elles ont peur. Alors, je vous crois sur parole, j'ai pas de sein, mais les patientes se plaignent que ça pourrait être douloureux, c'est vrai. Elles se plaignent. Maintenant, je ne suis pas radiologue, j'ai pas de radiologue dans la salle, mais j'espère que je ne vais pas recevoir des... Bon, il y a des radiologues délicats avec des appareillages modernes qui fait que, bon, on va doucement, on est tranquille, on prend son temps et là, ça passe. Donc, il ne faudrait pas que le simple fait d'aller faire une mammographie ou que la patiente appréhende tellement qu'elle ne veut pas la faire. Donc, c'est ça, on se heurte à ça. À des patientes qui ne veulent pas faire leur mammographie, échographie. Et peut-être vous le savez aussi, ou mieux que moi, à votre avis, les patientes de Polynésie française, entre 50 et 75 ans, quel est le nombre de patientes qui fait sa mammographie ? 100%, 75%, 50%, 50%. Une sur deux. Une sur deux, vous avez cette notion. Une sur deux. C'est pas beaucoup, hein. Le rendement est mauvais. À cause des îles, peut-être que voilà. Bon, alors dans les îles, on a les deux endroits où on peut faire des mammographies, c'est Raiatea et Nukuhiva. Tout récemment, ouais, là c'est ça. Ouais. Bon, l'accès à ces postes de mammographie, ouais, peut-être délicate pour les patientes des îles. Maintenant, sur l'île de Tahiti, on a quand même beaucoup de cabinets de radiologie. Mais même à Tahiti, on n'en a pas beaucoup plus. Hein. On en a peut-être un peu plus de 1 sur 2, mais c'est quand même... voilà, on n'a pas assez de... Les patientes ne font pas assez leur mammographie, échographie. Ça, c'est un des messages principaux aussi de ce que je voulais vous dire ce soir. C'est il faut que les patientes aillent faire leur mammographie, et pas seulement en octobre. Octobre rose... alors là, on est motivé, puis après... Donc il faut... Mais bon, peut-être grâce à vous, peut-être grâce à nous, peut-être grâce aux patientes, aux femmes en général, on va amener je sais pas, sa mère, sa sœur, sa grand-mère ou sa famille. Jade. Il y a une question sur live. Il y a une personne qui a posé une question, elle a demandé combien de temps faut-il pour qu'une tumeur soit prise à temps. Pourquoi est-ce que tu as dit 2 ans au niveau des diagnostics? En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire la mammographie, échographie tous les 2 ans. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, on se découvre une boule, on fait la mammographie, échographie, et immédiatement on prend en charge. On n'attend pas 2 ans. Hein, d'autre part, ça va plus loin. À partir de quel volume on palpe la tumeur? Parce qu'il y a des tumeurs qu'on ne palpe pas. Oui, bon, vous savez, non. En centimètres. Bon, on dit qu'à partir de 1 cm, on sent la boule. C'est palpable. C'est palpable. Bon, après, ça dépend des seins et ça dépend de la localisation. Mais le principe de base de la mammographie, échographie, c'est de dépister des boules qu'on ne palpe pas encore. Des boules infracentimétriques, en dessous de 1 cm. C'est ça vraiment le grand principe. Madame. Alors, entre autres, il y a les microcalcifications qui sont des lésions qui peuvent être aussi cancer in situ, non invasif encore, ou alors des débuts de cancer, oui, tout à fait, microcalcification, ou alors des petites tumeurs de 5 mm, 8 mm, ou alors situées dans des endroits difficiles d'accès à la palpation, et qu'on voit. Et c'est ça
grand principe majeur, je ne sais pas si l'internaute est content de la réponse, mais c'est ça le principe majeur des mammographies, échographies tous les 2 ans, parce que tous les 2 ans, on estime que c'est une fréquence, un bon compromis au niveau de la fréquence. Trop court tous les ans, bon déjà les gens ne viendraient pas du tout, d'une part, et d'autre part, c'est des rayons quand même qu'on met dans les seins, donc il y a aussi des cancers radio-induits qui existent, hein, donc le compromis par rapport, si j'ose dire, au rendement, par rapport à l'adhésion de la population et par rapport justement aux soins, c'est 2 ans. Voilà. C'est 2 ans entre 50 et 75 ans. Ils ont étudié ça, des études, des kilomètres d'études. Ça, c'est le bon compromis. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a fait la mammographie, on a découvert une boule, ou alors la dame avait déjà une boule. Qu'est-ce qu'on fait pour faire le diagnostic vraiment de cette boule? On doit faire des prélèvements. Soit avec une aiguille, on aspire les cellules. Mieux, beaucoup mieux, des microbiopsies, parce qu'on a du tissu à analyser, et pas des simples cellules, du tissu. Donc il y a microbiopsie ou macrobiopsie, mais le principe est le même. Sous échographie, on repère la tumeur, la boule, et après une anesthésie locale, on peut viser dedans et prendre du tissu. Il y a des pinces spéciales qui font ça rapidement, sans douleur et avec très peu de complications, enfin sans douleur. Ça ne fait pas très très mal. Ça fait un petit bleu. Mais ça va, c'est largement jouable. Largement jouable. C'est mieux, c'est plus que chez le dentiste, enfin, à mon avis. Ouais, c'est pas une mauvaise question, ça. En fait, on avait... comment répondre à ça? On avait plus peur de ça, à juste titre, quand on faisait des hystéroscopies, c'est-à-dire les cancers de l'utérus, ou alors on mettait un liquide à l'intérieur et puis que les cellules cancéreuses partaient avec le liquide dans le ventre. Donc on avait plus peur de ça pour les métastases que pour le sein, parce que la pince, elle est fermée. C'est-à-dire qu'on rentre dans la tumeur avec la pince, et en appuyant sur un bouton, ça fait crac-crac, et c'est hermétique en fait. Et on sort, ça n'a pas été contaminé. Alors, en fait, dans un sein qui est quand même assez clos, bon, bien vascularisé, mais assez clos, c'est moins évident que dans un endroit qui est ouvert. Par exemple, l'utérus est ouvert avec les trompes dans la grande cavité péritonéale. Donc là, c'est quand même un espace assez fermé. Et puis, la tumeur est solide et elle reste au moins encapsulée. Donc, et comme on va enchaîner avec le traitement chirurgical, on va enlever de toute façon tout ce qu'il y a autour. Donc ça, on n'a pas remarqué ce phénomène-là dans les études, ce phénomène-là de provoquer des métastases en faisant des macrobiopsies. Voilà, donc bon, écoute, on reste vigilant, hein, bien sûr. Hein. La médecine n'est pas une science exacte. Hein. Merci. Avec plaisir. Donc, bien sûr, il faut faire le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quoi on a affaire. Et c'est cette biopsie qui va être analysée au microscope qui va nous dire, voilà, c'est un cancer infiltrant de type canalaire, médulaire, lobulaire. Il y a tout un tas de types de cancers avec des récepteurs positifs, négatifs. Il y a différents marqueurs d'agressivité. Donc chaque cancer est particulier, chaque cancer a son identité. Et c'est déjà la microbiopsie ou la macrobiopsie qui va nous aider à enchaîner un traitement. Donc déjà, à l'époque, on se lançait direct sur la tumorectomie. On ne faisait pas de biopsie, on disait « oh là là, la boule, elle est moche à la mammographie ». Paf, on l'enlève. On enlève la boule, on enlève les ganglions. À l'époque, on enlevait la boule, on allait l'analyser. La dame dormait, on attendait le résultat. Et il nous disait « ah, cancer !» Ah, vite. Alors on complète et on enlève les ganglions. Et après, on réfléchit à ce qu'on fait. Donc là, maintenant, on est plus précis avec ces microbiopsies.
qui se font déjà depuis une vingtaine d'années maintenant. Et eh ben, on n'a pas noté plus de métastases qu'avec nos pratiques ancestrales. Voilà, donc une fois qu'on a déterminé l'identité de cette tumeur, il faut faire le bilan d'extension. Le bilan d'extension pour voir s'il n'y a pas des métastases. Alors le bilan d'extension classique, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien, donc pour voir s'il n'y a pas des métastases pulmonaires. Alors parce que le sein, c'est surtout le foie, les poumons. C'est surtout le foie et les poumons et les os. Donc on fait scanner thoraco-abdominopelvien, on fait scintigraphie osseuse, on fait une prise de sang pour voir s'il n'y a pas des marqueurs de cancer perturbés, et une prise de sang générale, hein, pour bilan général. Et bientôt, on aura le PET scan. Alors là, le PET scan, ça va être une sacrée avancée, ça. Ben, j'espère, si Dieu veut. On va avoir le PET scan. Je pense que l'ICPF va nous dire. Eh bien, à ma connaissance, on est en bonne voie d'avoir le PET scan à Tahiti dans les prochaines. Bon, en tout cas, on est en bonne voie. Mais justement, c'est quoi? Ah, merci. Merci pour la question. C'est TEP, c'est tomodensitométrie avec émission de positrons, TEP ou PET en anglais. C'est une imagerie qui permet de mesurer les endroits hypermétaboliques. Alors, je m'explique. Le cancer la tumeur cancéreuse est un endroit hypermétabolique, c'est-à-dire qui se multiplie rapidement, comme je l'ai dit au tout début, et donc qui entraîne beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Et le PET scan permet de repérer ces endroits d'hyperactivité dans le corps. C'est-à-dire que s'il y a une métastase au foie, on voit en gros une espèce d'image noire là, où on voit, c'est une photo, dommage que j'en ai pas ramené, une photo du corps entier, et on voit des endroits très noirs qui prennent le contraste, qui sont mis en évidence. Et donc on dit, tiens, là, il y a une métastase, là, il y a une métastase. Enfin, donc c'est quelque chose qui permet de faire le bilan d'extension in extenso, d'un seul coup. Pas besoin de passer par la scintigraphie osseuse. Voilà. Donc ça nous donne vraiment une cartographie du bilan d'extension très précise. Donc pour le bilan d'extension classique, on va venir de plus en plus au PET scan. Maintenant, pour les patientes qui ont le cancer et qui sont suivies et qui sont suspects d'avoir des métastases, où on ne les voit plus, elles ont disparu, on est obligé de les envoyer en Nouvelle-Zélande pour faire un PET scan. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que c'est un gros matériel, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, le PET scan, c'est un gros matériel. Donc il a fallu batailler, je pense, pour l'avoir ici, hein, parce que il me semble que il faut être une population d'1 million pour avoir un PET scan. Enfin, jusqu'à présent, c'était ce qu'on disait. Donc on peut mettre la suite, si vous voulez. Voilà, donc finalement, vous voyez, on a l'identité de la tumeur avec la biopsie, on a le bilan d'extension, et à partir de là, on va pouvoir discuter un traitement. Alors bon, on classifie le cancer en général à travers des grades de sévérité, d'agressivité et de stade aussi, qui ne sont pas marqués là. Mais, donc une fois qu'on a une idée précise de à quel cancer on a affaire, on va passer au traitement. Et à la prochaine diapositive aussi.
Voilà, donc je vous ai mis rapidement les classifications TNM, c'est tumeur node métastasis, donc la tumeur, les ganglions et les métastases. On a tout des critères précis. Voilà, ça c'est T2, N0, M0 par exemple, parce que la tumeur mesure entre 2 et 5 cm. Je ne vous embête pas avec ça. Ça nous embête pas. Hein. Bon, finalement, c'est des stades de cancer, de cancer en général. Bon, là, on parle du cancer du sein. Les stades précoces au tout début, les stades intermédiaires, les stades avancés, donc de 1 à 4. Alors, si vous voulez du détail, c'est le volume de la tumeur. Donc, il y a moins de 2 cm, entre 2 et 5, supérieur à 5. Il y a le fait que la tumeur, par exemple, traverse la peau. Alors, ça fait un ulcère. Ça, c'est déjà un stade 4. Ou alors que ça prend tout le sein et ça va vers les muscles du thorax, le grand pectoral. Donc, c'est aussi un stade 4. Après, ça touche les ganglions. Et bien sûr, après, ça fait des métastases. Donc, tous ces critères vont être discutés dans ce qu'on appelle la réunion du comité pluridisciplinaire d'oncologie. Donc, là, ça commence à être partout dans tous les grands centres et à Tahiti depuis quelques années. Et comme je discutais aussi avec la dame avant, on faisait le comité avec le Villejuif. Ça fait 25 ans que je suis là. Alors bon. À l'époque, on travaillait avec Villejuif et maintenant, on a notre propre staff ici à Tahiti, à Taoné, avec tous les intervenants qui se réunissent une fois par semaine et chaque organe, finalement, est représenté. Alors, la gynécologie, l'urologie, la digestif, enfin bon. Donc, tous les spécialistes sont réunis. Donc on discute de la patiente, de son cancer, de son stade, tout ça. Et à partir de là, l'oncologue, le radiothérapeute, le chirurgien, l'anapathe, c'est-à-dire celui qui a regardé la tumeur au microscope, le radiologue, donc tous ces acteurs, tous ces médecins, toute cette équipe médicale va donner des recommandations pour le traitement. Ouais. Donc on peut mettre la suite. Alors, les traitements. Par exemple, on va prendre un cas concret. On va dire la patiente elle a une tumeur de 2 cm. C'est un cancer hormonodépendant, moyennement agressif. Après, le bilan d'extension est négatif. On ne sent pas de ganglion, on n'en sent pas. Mais bon, même à la radio, à l'échographie, on n'en a pas vu. Bon. Quel va être le traitement? Classiquement, on commence par la chirurgie. Donc on enlève la tumeur et en fait, au lieu de faire un grand curage, c'est-à-dire au lieu d'enlever tous les ganglions qui sont sous le bras, maintenant la technique c'est d'enlever le premier relais ganglionnaire du cancer. Donc on injecte un produit dans la tumeur avant l'intervention, un colorant qui s'appelle le bleu patente d'ailleurs, et un produit radioactif, et on va repérer ces premiers relais ganglionnaires qu'on va enlever. Donc il y en a un, il y en a deux, parfois il y a 3 ganglions qu'on enlève. Ça évite de faire vraiment à l'époque, on enlevait tous les ganglions et c'était très lourd pour la patiente. Il y avait des douleurs, le bras était gonflé, parfois il y avait des fragilités parce qu'il ne fallait pas faire son jardin et se blesser parce que ça donnait des infections, des lymphangites immédiatement, etc. Bon, donc avec cette chirurgie limitée, on arrive maintenant à être le moins invasif possible. Donc une fois qu'on a fait cette chirurgie, eh bien on envoie tout à l'analyse. Et donc il faut attendre encore un certain temps, en général à peu près 3 semaines, le temps que le laboratoire d'anatomopathologie regarde bien tout comme il faut.
Et bon, s'ils nous disent, voilà, la tumeur correspond bien à la biopsie, quelquefois il y a des petites variantes. Hein. Une biopsie, c'est juste des carottes, hein, alors que la tumeur, dans son ensemble, est étudiée précisément. Donc si on retrouve les mêmes caractéristiques que la biopsie, qu'il n'y a pas de ganglion, après, il va y avoir un traitement complémentaire qu'on appelle le traitement adjuvant. Donc on va regarder la suite. Ça va, vous n'êtes pas fiou là? Ah, bon. Non, mais tant mieux, parce que je parle beaucoup, et puis finalement... Bon, voilà, je vous ai parlé de... Alors, par contre, il y a des cas de moins en moins nombreux, heureusement, Dieu merci, de moins en moins nombreux, où on est obligé d'enlever le sein. Donc la mastectomie. Alors, on retient aujourd'hui un cas qui est vraiment incontournable, on ne peut pas faire autrement, c'est le cancer multifocal, c'est-à-dire il y a plusieurs boules dans le sein, cancéreuses. Alors là, on ne peut pas conserver le sein. On dit que c'est la maladie du sein qui contient plusieurs cancers. On ne peut pas faire autrement que d'enlever le sein. À l'époque, les gros cancers du genre 5 cm, on enlevait le sein. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des chimiothérapies néoadjuvantes, c'est-à-dire avant la chirurgie, on fait de la chimiothérapie, ce qui fait qu'on a peut-être des chances de voir la tumeur réduire de telle manière à ce qu'on puisse conserver le sein juste en enlevant la tumeur. Voilà. Donc, heureusement, la mastectomie est de moins en moins pratiquée. Et je reviens sur ce que je disais par rapport à l'intérêt de dépister tôt les cancers du sein. Parce que, justement, de plus en plus, on arrive à conserver les seins parce qu'on fait des mammographies de dépistage et parce qu'on fait des dépistages. Voilà, donc, voilà, heureusement. Alors, non, pas, de moins en moins, ça reste ici. Ça reste ici, de moins en moins. Avant, c'est vrai qu'on envoyait beaucoup en métropole l'immunohistochimie, c'est-à-dire des techniques particulières pour les récepteurs, etc. Mais de plus en plus, on le fait ici. Mais malheureusement, il y a la queue. Voilà. Parce que finalement, on n'a pas assez de praticiens pour pouvoir s'occuper de... C'est à cause de ça que ça fait. Ouais. Et ça arrive souvent avant. Hein. Je veux dire, moi, il m'a été 3 semaines et en 10 jours, c'était arrivé. Mais t'as peut-être ton Tao-T qui a un peu poussé. Non, pas forcément, mais ils t'appellent dès qu'ils ont les résultats, de toute façon. Ça prend pas forcément 3 semaines. Bon, j'ai dit en gros. Hein, en gros hein. Oui, il y a la queue, c'est ça, il y a du monde. Il y a du monde. Mais encore une fois, je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par Théanini, mais on devrait avoir notre institut d'anatomopathologie personnel, si on peut dire. Donc un département d'anatomopathologie qui va s'occuper du cancer. Donc on aurait... Ben, c'est pas si long, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Donc je parlais du PET scan et là le laboratoire d'anatomopathologie n'est pas très loin. Et donc là on aurait vraiment des praticiens qui feront que ça. Hein. Donc avec du matériel et avec un bon, on va dire un délai raccourci. Ouais. Elle est proposée surtout pour les cancers multifocaux, c'est-à-dire les cancers qui sont plusieurs boules dans le sein, surtout à des endroits différents, dans différents cadrans. Hein. Par exemple, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Là, on peut pas enlever les 3 boules. Ça, parce que on sait qu'il y a d'autres cancers, c'est la maladie du sein, on dit, on va en laisser.
à tous les coups, on va laisser du cancer si on enlève les 3 boules et pas le sein. Donc ça, c'est vraiment la seule indication. On a des cancers étendus aussi, hein, diffus. Par exemple, les cancers in situ qui ne sont pas forcément invasifs, mais qui sont vraiment partout. C'est-à-dire ça fait une espèce d'arborisation à partir des canaux qu'on a montré tout à l'heure. Hein. Et donc, finalement, ce n'est pas forcément agressif sur le plan du cancer, mais ça prend tout le cancer, tout le sein, et ça risque de devenir invasif tôt ou tard. Donc là aussi, on est obligé d'enlever. Ouais. Cancer in situ invasif, diffus. On a fait le bilan d'extension, on a vu qu'il n'y en avait pas, mais oui, il y en a certainement qui sont partis. On sait qu'il y a quand même des cellules qui sont parties. Et c'est pour ça que dans le traitement, d'ailleurs, merci, parce qu'on va passer à la suivante, justement. Voyons ça. Donc ça, je vous en ai parlé déjà, je pense qu'on va passer. Je vous parlerai de ça après, si vous voulez bien. Donc oui, effectivement, la chirurgie ne suffit pas. Il faut qu'on passe à un traitement complémentaire. On a fait le bilan d'extension. On a vu qu'il n'y avait pas de cancer ailleurs dans les limites de l'imagerie à notre disposition. Bon, le PET scan, c'est bien, mais là, il peut y avoir une cellule, hein, ou deux, ou quelques cellules qui sont déjà parties et qui vont finalement finir par coloniser. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent un traitement complémentaire. Donc les 2 traitements complémentaires principaux, c'est d'abord la radiothérapie, qui sont des rayons X sur le sein pour le contrôle local de la maladie, c'est-à-dire qui nous dit aussi que ça ne va pas récidiver au niveau local. Eh oui, ça arrive, dans la surveillance, c'est quelque chose où il faut être très vigilant, la récidive locale. Donc récidive locale après tumorectomie, une autre boule là, qui apparaît plus tard, ou récidive même locale après mastectomie. Il y a des espèces de boutons qui poussent là, des espèces de... Oui, voilà les nodules de perméation qui sont du cancer du sein après mastectomie qui apparaissent sur la peau. Et donc, pour éviter ça, autant qu'on peut, on fait la radiothérapie, les rayons. Donc c'est comme si on allait passer une radio, si on peut dire, mais avec des rayons qui sont vraiment pulsés exactement au bon endroit, avec la bonne dose. Bon, en pratique, c'est à peu près 5 séances par semaine de 25 minutes pendant 6 semaines, en gros. Il y a une trentaine de séances. Mais ils essayent d'être encore plus précis, encore plus... il y a différentes radiothérapies. Bon, je ne suis pas accompagné de mon collègue ni d'un radiothérapeute, mais il vous dirait qu'il y a des séquences qui sont plus rapides et qui sont moins longues. Bon, donc il y a du progrès aussi au niveau de la radiothérapie. Bah, c'est l'appareillage. Ah ok, c'est juste l'appareil. L'appareillage avec la radiothérapie pulsée. Il y a des techniques qui sont plus... Et puis bon, peut-être que c'était aussi un cas particulier aussi. Il y a des... Oui. L'endroit où j'étais, ça se suivait, hein, c'était un peu une usine. C'était à Gustave Roussy? Non, j'étais à... Où j'étais? Curie? Non plus. Une petite clinique, je ne sais plus. Où c'est une clinique? À Paris? À Paris, oui. À Paris. Dans le 16e. Ah oui. Ouais. Et, mais en 5 oui, voilà. Et du coup, il y avait une machine, mais toutes les 5 minutes, il y avait une patiente différente. Et j'ai une copine qui a fait sa radiothérapie ici, elle me dit, mais ça dure 25 minutes. Oui. Je me dis, mince, attends, il y a un problème. Oui, c'est vrai que je pense peut-être... Radiothérapie pulsée, ouais, c'est ça.
Ouais. Une Ça va. question, Oui. on passe à la radiothérapie, oui, ok. Ouais. On n'est pas encore rassuré que la maladie, enfin, je veux dire, les cellules, est-ce qu'elles seront encore là? Est-ce que. Ouais, Avec c'est- la radiothérapie? alors ça, c'est le contrôle local de la maladie, autant qu'on peut. Évidemment, malheureusement, il y a des patients qui ont eu leur radiothérapie, et bon, il y a quand même des récidives, oui, on est d'accord. Mais il y a le contrôle général de la maladie. Donc bon, ben ça c'est quelques petits détails. On va passer ça. Et donc il y a le deuxième traitement adjuvant, c'est la chimiothérapie. Donc la chimiothérapie, on dit que c'est le contrôle général de la maladie. C'est-à-dire qu'on va donner des produits toxiques qui vont, excusez-moi de parler comme ça, mais qui vont en quelque sorte laver le corps des éventuelles cellules qui auraient pu partir, s'échapper, circuler, qu'on n'a pas vu bien sûr encore parce que ça ne s'est pas installé en une métastase, mais ça nettoie le corps de ces cellules-là qui pourraient donner des métastases. Donc il y a des critères pour faire des chimiothérapies. Donc, dans la réunion du comité pluridisciplinaire, on passe tous ces critères au peigne fin, par exemple des patientes jeunes, par exemple des cancers agressifs, avec par exemple des triples négatifs, par exemple des... Bon, on sait que ces patientes-là vont avoir une chimiothérapie. L'idéal, c'est la patiente, elle a un cancer peu agressif de 1 cm, pas de ganglion. Bon, cette dame-là va échapper probablement, on va dire, elle a 60 ans, elle va échapper à la chimiothérapie. Elle va avoir la chirurgie, le ganglion sentinelle, la radiothérapie. Et après, il y a encore un traitement adjuvant, on va dire, complémentaire. Parce que moi, j'ai eu mon cancer, j'avais 62 ans. Mais j'ai fait la radio, la Chimio. chimio d'abord, après la radiothérapie. D'abord la chimio, Oui. après la chirurgie d'abord. Oui, Chirurgie, après, chimio. après thérapie. Absolument. C'est exactement ça. J'ai eu ça à 62. Normalement, c'est comme ça la séquence. C'est chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Et après, hormonothérapie. On va passer à ça. Pendant 5 mois. Absolument. Ça, c'est la séquence classique. Exactement, tout à fait. Donc, bon, voilà, ça, c'est les traitements complémentaires qui... radiothérapie, personne ne peut y couper. Ça, c'est pratiquement systématique. Contrôle local. Mais chimiothérapie, ça dépend des critères. Oui, mais après, je veux dire, la chimiothérapie par le cathéter. Ouais, c'est ça. Après, tu as encore chimiothérapie en cachet. Voilà, caché, voilà. Chez certaines patientes, oui. Madame. Hormonothérapie, Il y a la thérapie ciblée aussi. Voilà, tu as plus la thérapie ciblée. La chimio- Ah là, si vous allez prendre ma place, là, parce que après ça va être... j'ai pas mon collègue, là, il n'est pas venu, là, c'est lui qui... C'est lui le boss de ça. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on est au stade métastatique d'emblée, on estime qu'il faut tout mettre, on va dire, sous contrôle. Même si on enlève la tumeur du sein, on ne va pas enlever, on va pas traiter quelque chose. Ouais, c'est pas, en fait, finalement, c'est pas la tumeur qui envoie les métastases, elles sont déjà là. Et elles sont déjà là, et elles progressent par leur propre compte, comme la tumeur initiale, primitive, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que chaque tumeur, maintenant, progresse pour son propre compte, et il faut toutes les mettre sous contrôle. Et c'est pour ça que la chirurgie n'a pas son mot à dire, enfin, n'a pas d'indication là-dessus. Il faut vraiment tout contrôler. Et pourquoi pas la chimio qui justement Lave et tout. lave tout? La chimio, alors pourquoi pas la chimio? Peut-être que l'oncologue a estimé que ça allait être plus toxique que bénéfique. Peut-être que la tumeur contient certains récepteurs qui sont plus sensibles à ces thérapies ciblées, comme les anticorps monoclonaux. Ça se termine tout en MAB, AB. Ouais. Ainsi que voilà. Et donc ça, c'est ciblé. Et donc effectivement, c'est moins toxique et c'est plus efficace. Ouais. Alors là, c'est parce que les chimiothérapies,
sont très... Enfin, c'est général comme traitement, c'est-à-dire que c'est un produit hyper toxique pour les cellules à développement rapide, et ça est très agressif pour les cellules saines. Donc après, les patientes vont avoir des nausées, des vomissements, fatiguées, les plus de cheveux. C'est très très lourd, hein, et c'est pas du tout ciblé. Donc, C'est pas parce que je l'ai pas que ça veut dire que, non, bah non. que c'est tant pis. Et puis- Non, 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 bien sûr que non. C'est qu'on a trouvé on a trouvé une parade qui pourrait contrôler justement la tumeur précisément. Ouais, ouais. Donc non, si on mettait peut-être une chimiothérapie classique, on serait non seulement peut-être pas aussi efficace, mais peut-être on serait hyper toxique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en prie. Les thérapies ciblées, c'est vrai que c'est ça. C'est vraiment ciblé sur les patients dans votre cas. Ouais. Maintenant, on va peut-être cibler plus les patientes dans tous les cas, hein. Il va y avoir des cartes d'identité précises de la tumeur chez toutes les patientes, même celles qui ne sont pas métastatiques en particulier. Donc c'est ça, on essaye d'arriver à ça. On appelle ça, oh là là, Robert, Bob, c'est vraiment la carte d'identité. Finalement, le cancer est personnel à la patiente. Chaque patiente a son propre cancer, avec une thérapie qui lui est attribuée à elle-même. Et c'est peut-être ça qu'on va arriver. Il y a des kits maintenant, des laboratoires qui nous sortent, voilà, bah c'est tel cancer et tel traitement, etc. Donc c'est peut-être l'avenir du traitement plus personnaliser le traitement. Ouais. Ah, ça me reviendra, je vous le dirai. Oui, mais après, je vais dire, quand tu es passé par tout ton protocole, chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, et arrivé à l'hormonothérapie, mais dans le sens où tu penses toi-même, ça ne suffit pas, le médecin te rajoute encore en plus la thérapie ciblée, la chimiothérapie encore en cachet, dans le sens où tu te dis, merde, elle est encore là. En fait, dans la majorité des traitements, c'est toujours la même séquence, hein. Là, je vous ai mis, par exemple, on va passer la suite, Jade, s'il te plaît, l'hormonothérapie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, on estime qu'on a fait le plus gros du travail. C'est agressif, c'est sur 6 mois quand même tout ça, hein. Donc, et au terme de ces 6 mois, on va rentrer dans une phase de surveillance. Alors évidemment, c'est hyper angoissant parce que cette phase de surveillance, ça va s'étaler sur 5-10 ans. Et on craint toujours que ça revienne. Alors, le traitement classique, c'est l'hormonothérapie, parce que ça revient moins, beaucoup moins, parce que les cancers du sein sont souvent hormonodépendants. Et donc, on va mettre des anti-hormones. En fait, ça s'appelle hormonothérapie, mais c'est en fait un anti-hormone. Donc, des anti-hormones pour justement éviter de nourrir une éventuelle cellule qui serait prête à repartir. Donc ça dure 5 ans minimum. Et on a plusieurs types, hein. Il y a des anti-hormones pour les patientes non ménopausées, pour les patientes ménopausées. Il y a des associations d'anti-hormones. Donc ça, c'est l'enchaînement classique. Mais oui, on est toujours anxieux parce qu'il faut aller voir ensuite, dans la surveillance, son oncologue, son radiothérapeute, son gynécologue, tous les 4 mois. Donc ça fait un peu 4 mois, 4 mois, 4 mois, 4 mois, 4 mois. Donc je ne veux pas dire qu'on est toujours fourré chez le médecin, mais c'est à chaque fois angoissant de dire « Ah là là, j'ai ma visite, qu'est-ce qu'il va me trouver ?» Ouais, c'est très angoissant. Ce qui est un peu compliqué, c'est quand Voilà, tout à fait. Donc c'est là qu'interviennent l'équipe médicale, comme on a dit, hein. Les acteurs principaux, c'est gynécologue, radiothérapeute, oncologue.
Mais bon, bah, il y a aussi tout ce que vous faites, les associations, il y a l'entourage, il y a ouais, tout ce que la patiente peut faire en termes d'activité. On dit que les patientes qui font du sport, par exemple, je dis quelque chose, que les patientes qui font du sport ou qui ont une vie sociale quand même bien, elles sont plus enclines à guérir. Les études montrent ça. Je vais vous étonner peut-être, mais on dit aussi que les patientes qui ont plus de spiritualité et de foi, et de prière et d'études, elles guérissent mieux. Hein, mais ça, c'est pas du débile, ça a été publié. Hein. Donc bon, il y a autre chose à faire en plus de ces traitements, bon, incontournables traitements, je suis désolé. Hein, malheureusement, si en faisant du sport, etc., on guérissait sans chimio, bon, ce serait bien, mais non. On est obligé de passer par tous ces trucs, toutes ces épreuves. Et ensuite, la consolidation et la surveillance armée, avec essayer de trouver une parade pour limiter l'angoisse, l'anxiété, pour que la femme soit réhabilitée déjà en tant que femme, et puis qu'on arrive finalement à se sortir de là. Mais il faut un recul de 5 à 10 ans. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'il y a 5-10 ans de surveillance. En général, après, on se dit « Ah bon, ça fait 10 ans, bon, ça fait 10 ans, on souffle un peu. » Alors, on va mettre la suite, mais il ne reste plus grand-chose là, Jade. T'inquiète pas, ça va. Oui. Si vous voulez une réponse claire. Hein. Si on refuse tous ces traitements, on a beaucoup plus de risques, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'en ai vu, oh là là, depuis 25 ans que je suis là. Hein. Malheureusement, j'ai encore beaucoup vu de patientes qui refusaient les soins. Hein. Ça, c'est un sujet, ça. Hein. C'est un vrai sujet dans le sujet, ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est difficile de parfois trouver les arguments, de dire ça va vous rendre malade, vous allez avoir une épreuve difficile pendant toute cette période, ça va être long, mais après ça vous peut-être garantit pas que vous allez vous en sortir, hein, parce que ça dépend du cas initial, on est d'accord, hein, le stade, on a parlé de ça. Mais on va pouvoir déjà prolonger sa vie, et contrôler probablement les souffrances aussi, hein, d'une tumeur qui commence à grossir, à envahir. Et là, c'est une souffrance. Hein, c'est long. Ça ne te met pas par terre tout de suite, hein, tu vois, c'est long. Ils arrivent à des stades avancés. Ah oui, absolument. Ça, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que les patients polynésiens, au sens large, ils consultent tard. Mais maintenant, bon, il y a quand même des traitements qui permettent de maintenir un niveau, peut-être pas de les sauver, mais au moins un minimum de souffrance, tu vois, de contrôle. On va partir, mais ça va, pas avec toute cette souffrance-là du cancer qui évolue comme ça, inéluctablement. Donc voilà. Écoutez, il est bientôt 7 heures. Je voulais, bon ça on en a parlé, hein, vous voyez, les thérapies ciblées. Juste un tout petit mot sur une chose. Alors essaye Ouais, on en a parlé. Alors voilà, juste un tout petite chose que nous, c'est notre spécialité en gynécologie. Hein.
Les oncologues, ils ne parlent pas trop de ça, les radiothérapeutes encore moins. Après un cancer du sein, est-ce qu'on peut garder une vie de couple? Est-ce qu'on peut continuer à avoir des relations, etc. Donc ça, j'ai pas mal de patientes qui me posent la question parce que c'est des traitements qui déjà au niveau hormonal, bon, il n'y a plus d'hormones. Au niveau, bon, quelquefois esthétique, c'est sûr que c'est aussi difficile. Et au niveau de la ménopause induite par les traitements, il y a des inconforts avec des sécheresses, etc. Et donc les patientes, il y en a beaucoup qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus ou qui n'ont plus envie ou qui ont honte d'avoir une vie de couple. Donc ça, c'est quelque chose à aborder. Je sais que les patientes sont très pudiques par rapport à ça. Bon, nous, en gynécologie, ça va, elles se confient un peu plus. Mais je ne sais pas dans vos ateliers ou je ne sais pas entre vous, je ne sais si vous abordez le sujet. Mais il y a des moyens de s'en sortir. Enfin, je veux dire, ce n'est pas inéluctable de dire vous voulez intervenir, monsieur? C'est avant tout hormonal. Oui, c'est hormonal. Si les hormones sont descendues. Bon, C'est comme la mécanique. ça dépend aussi des messieurs, parce qu'il y a des... Bon, il y a un petit peu de poésie, un petit peu de... Bon, après, il y a des produits, mais je veux dire par là, bon, il faut moi, j'encourage vraiment les patientes à essayer quand même de continuer à être femme, quoi. Une vie de couple ou une vie amoureuse ou... Voilà, il existe des produits pour que ce ne soit pas trop sec, par exemple, si on veut être que mécanique. Mais voilà, il y a des moyens, on peut trouver des choses à faire. Oui, la ménopause en général. Voilà, donc voilà, je voulais mettre un petit mot là-dessus, et puis je pense qu'on va s'arrêter là, si vous n'avez pas d'inconvénient. Mais par contre, si tout le monde est d'accord, vous pouvez poser 2-3 questions supplémentaires, ou pas. Je voudrais réagir, en fait. Ah non. Alors non seulement pas forcément, parce que si on a enlevé le sein, c'est justement pour éviter une récidive, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais il existe des reconstructions mammaires. Si on veut aller... Oui, ça c'est une très bonne question qu'on n'a pas abordée. C'est la reconstruction mammaire après mastectomie. Ça existe. Et d'ailleurs, ici, il y a eu des hauts et des bas à ce niveau-là. En ce moment, on n'a pas de chirurgien onco-plastique, comme on dit, en ce moment. Mais on en a eu qui étaient fort bien. Et là, on espère en avoir un bientôt aussi, avec tout le reste. Parce que les patientes qui se sentent amputées, diminuées, handicapées, il y a des techniques de reconstruction mammaire qui donnent des bons résultats, vraiment. Donc il n'y a pas plus de récidive, mais voilà. Merci d'avoir posé la question. Voilà, merci beaucoup à vous. C'était très agréable. Merci.